Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouvel Audi Q5 dans sa version PHEV. Il existe en plein de versions, en essence, en diesel, en SQ5, en sportif, en moins sportif, en hybride rechargeable. Comme aujourd'hui, on va faire un essai complet. Vous connaissez la chaîne, un test 100% électrique, 200% à 0% de batterie. On teste l'autonomie sur tout type de conditions avec un vrai parcours mixte, ville, nationale, autoroute, petite route de campagne, etc. Et ensuite, je le garde une semaine. Donc ça me permet de vous faire un test très poussé sur plusieurs centaines de kilomètres avec la batterie vide pour vous donner des consos vraiment réels cette fois-ci. Bref, un essai complet là-dessus. Bon, vous avez pu voir, il a été restylé, il a changé un petit peu ce Q5. L'avantage, c'est qu'il existe toujours avec plusieurs motorisations. Un TSI essence de 204 chevaux, plus le même en version Quattro. Ensuite, il y a la version TDI, 204 chevaux, qui est un petit peu malucée chez nous malheureusement. La version PHEV que j'essaye aujourd'hui, 367 chevaux en cumulé avec et le moteur essence plus le côté électrique, et ensuite la version SQ5 qui s'était très bien vendue chez nous en France, même si le Q5 était quand même un gros succès. Le SQ5 aussi, j'en ai vu vraiment un paquet. C'était un petit peu la voiture des chefs d'entreprise où tout le monde en profitait. On avait une voiture sportive et quand même avec un look assez cool pour un prix qui était quand même raisonnable. 367 chevaux également. Bon, malheureusement, celui-ci est très malucé, plus de 50 000 € en France de nos jours, et je crois que ça va être encore pire en 2026-2027. C'est pour ça que celui-ci, ce serait sûrement la version la plus intéressante. La plupart du temps, quand on roule ce genre de voiture, on est chef d'entreprise ou autre, avec la fiscalité des PHEV, c'est plutôt intéressant. On a une batterie qui annonce 113 km d'autonomie en 100% électrique en WLTP. Bien entendu, je le teste pour vous aujourd'hui, voir si c'est réel ou pas. On sera en dessous. Pour rien vous cacher, vous verrez le test là juste après. On a une batterie de 20,7 kWh net, ce qui nous permettra, dans les meilleures conditions, d'atteindre ces 113 km. Alors, c'est pas exactement la même base que le Tiguan, etc. Mais on a plus de puissance cette fois-ci. Niveau de la recharge, on pourra monter jusqu'à 7,4 kW. Malheureusement, pas de recharge rapide comme certaines nouvelles PHEV qui montent jusqu'à 50 pour la plupart des premium haut de gamme. Donc, un petit peu dommage de la part de ce Q5 de ne pas avoir de recharge rapide pour l'électrique. Après, ça reste un véhicule de 4,72 m de long, 2,15 m de large, un peu moins de 2 mètres sans les rétros, mais ça reste quand même un beau bébé, 1,65 m de haut et plein de poids différents selon les véhicules, mais on est aux alentours des 2 tonnes là pour cette version PHEV. Il commence à partir de 68 500 €, 74 000 pour les versions PHEV, et le joujou qu'on a aujourd'hui, 90 990 €. Après, il est bien optionné. Peinture en option, jantes en option, pack S-Line, quelques packs d'aide à la conduite. On reparlera des aides à la conduite pendant cet essai parce que malheureusement, je n'ai pas tout. Et ça, à 90 000 €, je vous avoue que ça m'embête un peu. Bon, après, il a vraiment été restylé, un nouveau look tant à l'extérieur que à l'intérieur. Vous allez voir, même l'intérieur avec tous les écrans, ça reprend ce qu'on a découvert sur les nouvelles Audi A6, le nouveau Q6. Et ça fait réellement la différence. Alors, sur l'avant de cette voiture, en plus là avec ce contraste, ces belles lumières de décembre, parce qu'on est le jour de Noël aujourd'hui, le 25 décembre, et je bosse pour vous parce qu'il y a un petit peu de soleil, tout ça. Pare-brise assez incliné, des caméras à la haut, on a les barres de toit avec un toit vitré panoramique et ouvrant, ce long capot qui cache ce moteur donc hybride rechargeable. Aujourd'hui, ces feux qui sont très affinés, très fins, élancés, et design et moderne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas fait comme le Q3 où ils ont mis les blocs optiques un petit peu plus bas. Là, ils ont tout mis ici avec des feux matriciels. Le feu matriciel, c'est une option que je vous recommande quand même si vous voulez. Mais ça fait clairement la différence de nuit avec le détourage des voitures, etc. La grosse calandre, on reconnaît quand même le côté Audi avec cette énorme calandre avec le tour en noir, donc plus de chrome sur la plupart des voitures. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu limite mal vu de faire du chrome sur une voiture. Donc, en noir comme ça, les anneaux Audi juste ici. Alors, le capteur d'aide à la conduite est mis un petit peu plus bas. Bien centré, merci Audi, parce que chez Audi à l'époque il le mettait à gauche, à droite. Là, le fait de le mettre au centre, moi j'aime bien que tout soit bien symétrique et autres. Donc là, c'est top. Les anneaux ici, une caméra là, des caméras dans le rétro et à l'arrière parce qu'on a un pack de caméras 360 pour le stationnement. On a quelque chose d'assez agressif, surtout avec cette version S-Line. On a les petites virgules un petit peu partout en noir brillant mélangées à ce plastique ici qui est assez travaillé.
Personnellement, ça ne me choque pas que ce soit en plastique comme ça. Et des côtés également avec l'entourage ici en noir brillant et les parties plastiques. Alors c'est pareil, hein, c'est du plastique, mais qui a une petite texture qui est assez agréable. On a les capteurs bien dissimulés un petit peu partout pour les radars de parking. Une sorte de lame ici qui est intégrée directement en fait au bouclier avant, qui donne un style vraiment imposant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vraiment avec ce rouge qui est en option, il a vraiment de la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vraiment? J'aurais limite aimé les rétros, alors là ils sont noirs, mais vous savez comme il y avait sur les S, les voitures S à l'époque, par exemple la S3, qui avait les petits rétroviseurs argentés, je pense que ça aurait eu de la gueule sur cette voiture. Sur le côté, au soleil, avec les reflets, les paillettes ressortent magnifiquement bien. On a des barres de toit en haut en noir mat comme ça. Donc le toit vitré derrière, l'antenne type requin, le béquet. Donc là on a dans cette version, il existe en finition coupée aussi. Alors personnellement, moi je préfère vraiment comme ça, en plus long, que les versions coupées. Suspension pilotée sur cette voiture qui permet de régler la hauteur de la suspension. Là je suis en dynamique au plus bas. On a des jantes les plus grandes possibles à 3 500 € l'option. Alors je vous avoue qu'elles sont très jolies, mais elles sont vraiment pas données. Le petit badge hybride de ce côté-là, tout est peint sur cette voiture, les arches de roue, etc. Ça amène vraiment le côté premium à une auto. Pas de plastique disgracieux ou autre. Elle est jolie. Franchement, le Q5, ça a toujours été une voiture assez mignonne. C'était un petit peu passe-partout à l'époque. C'est vrai que là, par contre, c'est passé vraiment une voiture. On se dit, waouh, c'est plus que les autres voitures, quoi. Et elle en impose quand même. Le petit Audi avec le Q5 rappelé de ce côté-là, des poignées type frigo assez basiques. Alors j'ai hâte que Audi passe vraiment à des poignées intégrées, vraiment comme la A6 ou les voitures plus récentes, qui soient vraiment bien dissimulées et cachées. Ça amènera une petite touche supplémentaire. Tout l'entourage, pareil, hein, en noir, vitre arrière surteinté sur quasiment toutes les versions. C'est devenu maintenant vraiment la base presque hein, d'avoir les vitres arrière surteintées. L'avant, c'est toujours illégal, mais on a un petit fumage quand même de série comme ça, avec justement hein, pour l'été, c'est plus pratique. Et la discrétion également, et ça permet de laisser des trucs dans le coffre. Et surtout que là, c'est bien foncé. On voit vraiment rien de ce qui se passe à l'intérieur. De ce côté-là, la trappe de recharge, donc il faudra quand même 3-4 heures pour recharger cette batterie, donc avec la prise à la maison, et pas de prise rapide malheureusement. Frein à disque aux 4 coins, récupération directement de freinage en électrique. À chaque fois, il y a un petit truc qui m'éclate, moi, c'est cette petite partie qu'ils ont mis ici en plastique. Ça, c'est parce qu'on a des roues vraiment bien aux 4 coins de la voiture et surtout, la voiture est élargie. Et ça, également, c'est pour aligner à la carrosserie le petit bout de pneu parce qu'il y a un petit carrossage, puisque comme c'est une version S-Line, ça reste un Audi Q5, voiture allemande, tout ça, il y a 367 chevaux, il faut que ça tienne bien la route. Et pour rien vous cacher, ça colle bien le pavé. Alors, ce 3/4 arrière, il est tout aussi joli. On peut voir qu'on a vraiment là des belles épaules, des hanches, comme vous voulez. Donc, cette belle déportation qui nous amène un côté plus fin sur le haut et qui élargit toute cette partie. Les feux avec le grand bandeau. Alors maintenant, chez Audi, les marques allemandes, on connaît hein, les longs bandeaux. Là, ce qui est bien, c'est que c'est détouré avec plein de petits points. L'essuie-glace, le long béquet, les anneaux Audi maintenant à plat, pareil, plus de chrome. Dommage, jamais bien. Et c'est vrai qu'avec le rouge, je pense que le chrome serait bien ressorti. Mais c'est ce côté un petit peu plus discret également qu'on a sur les voitures de nos jours. Le Q5 rappelé ici et la version Quattro de ce côté-là. Et pour voir sur le 3/4 arrière qu'elle est pareil, hein, assez musclée, assez affirmée, cette Audi ou ce Audi Q5, parce que normalement on dit un SUV, donc c'est le Audi Q5. Et pleine arrière, voici à quoi ça ressemble. Donc là, on voit également bien cette démarcation, le long bandeau. Alors ça, je trouve ça toujours assez joli. Bougez pas, je vais essayer de vous faire l'animation. Alors, parce que là, il est démarré pour que ce soit joli pour vous. Et hop, si je l'éteins, alors, je suis pas sûr qu'à la fermeture, ça le fasse. Non, il fait pas nuit. C'est par l'hypopète. Ouais, je vous ai juste fait les clignotants défilants. Ah si, on l'a eu. Ouais. Plutôt joli. Ah ouais, il y a un truc très spécifique, c'est ça aussi. C'est, je ne sais pas si vous voyez la réflexion. Lorsqu'on va ouvrir le coffre, eh bien, on va le voir à travers la vitre que le coffre est ouvert puisque on n'a pas ce long bandeau et ça fait un long bandeau dans la vitre par transparence lorsqu'il est ouvert. Ça, c'est ouf. L'arrière, pareil, tout est peint sauf cette petite partie plastique au centre qui amène une sorte de grille de diffusion d'air et l'évacuation d'air ici avec ce diffuseur plus 2 pots d'échappement.
2 pots d'échappement sur une voiture hybride rechargeable. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ça. Et en gros, souvent, quand on fait du PHEV, on dit non, mais on cache les pots d'échappement, tout ça, c'est pas bien de polluer, etc. Là, ils se sont dit, les gars, on l'affirme, hein. En plus, c'est une version S-Line, on s'en fout, on met des pots d'échappement. Donc la plaque ici avec la petite caméra, on a l'ouverture qui laisse avec un petit truc qui s'affiche au sol comme ça. Donc hop, normalement, je mets mon pied, je me recule, ça m'ouvre le coffre. Donc vraiment finger in the pocket. On a un coffre, alors là j'ai un petit peu tout mon matériel dedans, de 438 litres sur la version PHEV. Alors malheureusement, comme la batterie prend toute la place ici sous le plancher, on n'a pas de double fond. Donc le coffre, il faudra s'en tenir à ça. Alors personnellement, moi ça me suffirait. C'est vrai que pour un gros SUV de cette taille-là, on aurait aimé avoir un petit peu plus de coffre, mais il y a le côté électrique pour la fiscalité en France. Malheureusement, ça grève un petit peu cet emplacement. Mais on a des filets, on a les câbles ici de recharge, la partie ici en souple pour venir cacher tout ça. C'est plutôt simple, efficace. Et ensuite, on a la banquette qui se rabat en 40-20-40 avec 2 fixations Top Taser Isofix. Et en gros, la sorte de trap à ski, c'est quand vous baissez la banquette du milieu directement pour avoir un accès au coffre ou mettre vos skis pour partir. Et avec du quattro, c'est quand même beaucoup plus pratique. D'ailleurs, Audi, j'y pense. Vous m'avez jamais invité à faire de la neige, tout ça, avec du quattro? Moi, j'aimerais bien essayer, ou même du 4x4. On a fait du 4x4 une fois, avec quelques Audi Q8. Ça, c'était très cool. Mais de la neige Audi, moi, je veux voir ce que ça donne à la neige, et sur circuit de glace et tout ça, parce que vous faites des voitures très fun. Ce serait très chouette d'essayer ça. Bon, vous me connaissez. Hop là, je vais rentrer comme ça. Bref, il y a un petit peu de place, parce que j'ai un petit peu de saleté sous les chaussures, je ne voudrais pas tout salir. D'ailleurs, les chaussures étaient toutes neuves, je suis un peu dégoûté, elles sont sales. Et voilà pour l'arrière. On a aussi un petit bouton comme une suspension pneumatique pour relever ou baisser le niveau de caisse, selon si c'est en position haute ou basse. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va donner? Alors, quand j'ouvre la porte, on a une porte noire simple avec... Alors, je ne sais pas si c'est du cuir qui est posé dessus, mais c'est assez joli, c'est moussé. Sur le bas, on a quand même des plastiques assez standards, comme d'habitude sur quasiment toutes les voitures maintenant. À 90 000 €, j'aurais bien aimé une finition qui finisse quand même jusqu'en bas, hein. C'est le cas pour Audi, mais vraiment aussi toutes les autres marques, même premium, qu'on finisse un petit peu mieux. À l'époque, pour ce prix-là, on avait vraiment de très très belles voitures. Même s'il y a beaucoup de technologie en plus sur les voitures, j'aimerais bien qu'on finisse un petit peu. Même ça coûte plus cher. Rajoutez-moi 1000 € sur la voiture, mais faites-moi une finition exemplaire, ce serait chouette. Ensuite, on a donc les commandes de vitres ici et une sorte de cuir un petit peu moussé, matelassé, pour que ce soit plus joli. On peut rabattre la banquette directement via un bouton ici sur le côté, ce qui évite d'aller tirer là-bas. Alors ça, c'est des belles initiatives de la part des marques. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la ceinture, elle reste bloquée. Là, elle ne s'est pas rangée sur le côté. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais par contre, on peut voir qu'on a 2 inclinaisons différentes possibles. Fixation Isofix et Top Taser sur les 2 sièges d'extrémité ici, et également celui-ci, donc ça veut dire 3 sièges bébés dans cette voiture. La couloir centrale, on tire ici pour pouvoir le déverrouiller, hop, ou sinon je rabats en appuyant sur ce bouton, donc pour la partie centrale, façon trap à ski comme je vous disais. Hop là, je viens m'insérer ici dans cette voiture. Alors, hop là, tac. Donc Nicolas, moi je mesure 1m80, pour ceux qui savent. 1m80, eh bien je suis plutôt bien. Oh, la putette est presque souple, ça fait du bien. Je remets ça comme ça. J'ai de la place pour les genoux, là c'est moi qui conduisais. J'ai un bel espace aux genoux, un bel espace aux pieds. Franchement, c'est très agréable. Les sièges sont bien creusés. Ils sont vraiment délimités. J'ai l'impression que ça, c'est un siège pour une personne. Ça, c'est le mien. Et surtout, on a la banquette qui coulisse sur une petite dizaine de centimètres. Ça, c'est plutôt agréable pour pouvoir rajouter du volume dans le coffre si on en a besoin, quand on fait un petit peu plus de courses ou on part en voyage avec des gens qui ne sont pas trop grands à l'arrière. Donc j'ai de la place au niveau de la tête, j'ai ce grand toit vitré panoramique sur la partie haute, ça c'est agréable. Le siège est bien creusé au niveau du dos et au niveau de l'assise, ce qui veut dire que j'ai un super bon maintien. Je pense que même en dynamique, ça devrait être sympa. Par contre, on a un tunnel central énorme ici, puisque ouais, il arrive là. Donc en gros, à la moitié de mon tibia, parce qu'elle existe en version Quattro. Donc Quattro, c'est une transmission effectivement qui vient jusqu'à là sur les versions SQ5, etc. Parce qu'il n'y a pas d'hybridation. Des parties plastiques ici avec les filets à l'arrière, une climatisation
en trizone, donc 2 zones à l'avant plus une zone arrière, 2 ports USB-C sur l'eau pour pouvoir recharger téléphone, tablette et autres, et les aérateurs. Donc j'ai juste des aérateurs au centre. On a la troisième sorte de petite place ici avec sa ceinture là directement. Hop, clac. Alors ici, je m'attendais, j'allais vous dire, c'est hyper dur et tout. En fait, alors oui, c'est un petit peu dur. Par contre, j'ai un maintien extraordinaire et j'ai l'impression d'être sur un siège délimité pour moi. Par contre, le dossier, oh là là, c'est hyper dur. C'est un bout de bois, le truc. Donc c'est pas le plus confortable. Par contre, moi qui fais du 44-45, j'ai presque la place de mettre mes pieds devant les rails. Et en vrai, je suis pas si mal que ça ici. À part le dossier qui est un petit peu dur, je pourrais faire un bon bout de trajet là, puisque au final je suis bien maintenu, je suis pas sur le siège de mes copains sur les côtés, et ça c'est plutôt pas mal, et même en étant droit, je ne viens pas toucher là-haut. Bon, pour l'arrière, c'est vraiment pas mal, je m'attendais plus à une 4 places avec cette partie-là un peu floue, mais en fait c'est mieux que la plupart de certaines voitures. Bon allez, allons voir un petit peu l'avant, et ensuite on va essayer cette auto. Allez, vous savez que j'aime bien vous faire le tour de l'auto, et bien comme ça vous permet vraiment de le voir. En réel quoi. Donc on voit qu'il est quand même massif. J'ai presque l'impression de voir un Q7 d'époque tellement les voitures sont devenues beaucoup plus larges. Les couleurs sont sublimes. En plus là avec ces couleurs d'hiver, là alors regardez un petit coup de filtre polarisant, waouh. Et là au soleil. Alors est-ce que j'arrive à vous le montrer au soleil? Ouais, voilà, là c'est. Alors je vous enlève les reflets, filtre polar, bam. Regardez. Je pense que c'est très joli. La poignée, là, le gros rétroviseur, on peut le voir, il est vraiment balèze. Donc j'ouvre, j'ai le keyless, bien entendu, avec cette voiture, la portière arrière. La portière arrière ressemble à cette portière avant, donc pareil, des parties plastiques plus standards sur le bas, avec de quoi ouvrir la trappe à essence juste ici, ça c'est le petit truc à savoir, et le coffre à distance si on veut, parce qu'il est électrique, comme vous avez pu le voir. Les parties, pareil, moussées ici, donc c'est assez plaisant, donc pareil ici et sur le haut. Alors ça reste dur, mais il y a quand même une sorte de plaquage, sorte de cuir sur le dessus. Poignée ici. Ensuite, là, on a un bloc de commande avec les vitres ici et là-haut. C'est les rétroviseurs. Il y a une option super cool, c'est ça. C'est baisser les rétroviseurs lorsqu'on va se stationner. Ça, c'est les rabattre, le réglage. Ensuite, les feux, le mode auto, les feux anti-brouillard avant-arrière, plus le verrouillage du véhicule. Et ça, c'est la sécurité enfant. Par contre, un truc qui est hyper bizarre, c'est, vous voyez, cette partie est énorme. Et en fait, quand on veut, on penserait attraper cette partie-là pour pouvoir fermer la porte, mais en fait, non, il faut attraper tout le bloc ou mettre sa main ici. Et en fait, ça, c'est très bizarre. Et ça fait quelques jours que je l'ai, 5-6 jours, et j'ai vraiment du mal à m'y faire parce que c'est beaucoup trop gros. Et pourtant, moi, j'ai des mains qui font du XL. Et j'avoue que ça, c'est la petite partie embêtante. J'aurais aimé quelque chose de creusé ici, plus pratique. Les sièges, donc on a les sièges S-Line avec tous les réglages électriques. Là, on a même le petit réglage donc derrière les genoux. Le S-Line, donc il est rappelé juste ici, de cette façon. Donc on a quand même de gros sièges. On est habitué chez Audi à avoir des gros sièges. Bon, ça ne change pas. Le pédalier ressemble à ça. Donc pareil, un pédalier un petit peu plus sportif. L'ouverture du capot avant. Toujours cette partie qui est vraiment top dans le groupe. Et je vais monter directement ici. Alors, hop, vous voyez, en fait, quand je viens chercher, la porte est loin, j'ai tendance à venir là, mais en fait, non, il faut là-bas. Et ça, c'est pareil, ça ne marche pas parce que ça glisse. Et en fait, il faut choper toute cette grosse partie. Et ensuite, hop, je vais me reculer. Alors, le truc, c'est que cet objectif est très beau, il vous fait des belles images, mais il n'est pas extrêmement grand angle. Donc, il faut vraiment que je me recule beaucoup. Alors, par contre, regardez, là, on a une très belle lumière. Lorsque je suis dans cette voiture, le volant ressemble à ça, c'est les nouveaux volants Audi. Je vais vous la démarrer, donc pied sur le frein, et hop. Bonjour, avec la petite animation Audi, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est passé plein de trucs là-haut également. Donc le volant, ici, S-Line, les perforations là sur les côtés, le cuir lisse sur le haut, les informations ici que je vais pouvoir faire défiler sur mon écran qui se trouve là juste derrière. Donc ici, pour voir par exemple là, on a des consommations. Là, ici, on peut voir également là les vues. Alors on va voir des vues soit très simples, soit celle-ci,
soit celle-ci. En fait, ouais, il y a vraiment pas grand-chose. Alors par contre, l'écran est grand, hein, comme ça et ce qui est embêtant, c'est que voilà, heu, là, les informations s'arrêtent ici. Il se passe rien sur la partie haute. Ça, c'est un petit peu dommage d'avoir un si grand écran pour ne pas voir beaucoup plus d'informations. Là, on peut mettre un mot de passe si on veut que les gens n'utilisent pas notre voiture. Donc là, hop, moi je fais mon mot de passe. Hop là, et ça me charge et ça m'active le profil. Donc vous pouvez personnaliser vos profils de cette façon. On peut changer d'utilisateur et autres. Et on a un autre écran de ce côté-là. Voilà, donc là avec la radio, les commandes. On peut avoir des applications, alors il faut les télécharger. On peut avoir YouTube, etc. Alors ça dépendra aussi de votre forfait avec les connexions. De ce côté-là, on retrouve les commandes donc de musique, téléphone et autres. Donc ça, on connaît un petit peu. Alors, c'est pas un vrai tactile. Alors ça, c'est tactile comme ça, mais on peut également appuyer sur les touches si l'on souhaite. Donc, voici à quoi ressemble donc ce triple écran. Alors, c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait vraiment, vraiment techno. Hop là. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc cet écran, ici, lui, on le connaît. Il faudrait que je vous fasse peut-être une vidéo du système multimédia de chez Audi avec ce nouveau système. On peut voir, ça ressemble là et là, c'est les mêmes menus. On a quasiment tous les menus là-bas que l'on a ici. Donc la navigation, radio, téléphone, Android Auto, CarPlay, etc. Donc ça, on aura CarPlay, Android Auto sans fil, les véhicules, les recharges, Alexa, univers thématique, les paramètres. Bref, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. On a des raccourcis là-haut si on souhaite. Et ensuite des raccourcis ici, par exemple, la navigation. Donc avec le GPS, la radio, le téléphone pour le connecter si il l'est, avec le CarPlay ou autre. Le niveau de recharge, on peut voir donc qu'il me reste 0% de batterie. Les réglages de la voiture, avec les principaux réglages juste ici. En dessous, le bloc clim. Alors moi, pour moi, il manque quelques petits trucs parce que là, par exemple, si je l'active, donc là, je vais mettre 22,5 parce qu'aujourd'hui, il fait très frais et j'ai vraiment froid. Les sièges chauffants ici, je peux désactiver la clim à cet endroit-là. Ça, c'est le recyclage d'air. Il faut aller dans le menu. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'est pas forcément toujours rapide. S'il n'y a personne sur la place de droite, il désactive, il active que votre place. Donc si vous appuyez là, il réactive également de l'autre côté. Pareil pour l'arrière, désactiver s'il n'y a personne. On a quelques menus, etc. Moi, j'aime bien laisser sur un comme ça, pour avoir le minimum de bruit dans l'habitacle. Après, il y a des modes automatiques, si l'on souhaite. Des aérateurs un petit peu plus bas. Donc la commande Start and Stop ici, le Drive Select, donc là, pour choisir l'individuel, dynamique, confort, efficiency ou off-road, que vous allez pouvoir choisir selon vos préférences. Ensuite, le mode EV pour forcer le mode EV. Donc, mais là, comme on n'a plus de batterie, il vous dit que le mode EV ici est indisponible car on n'a plus de batterie. Désactiver l'ESP ici et le réglage de la radio également. Donc là, on peut voir. Ça se défend tous les jours. Hop là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une manette qui se tourne. Alors, j'ai les mains gelées, je vous jure, j'ai hyper froid. Il fait actuellement 2,5 degrés dehors. Et joyeux Noël. Enfin, c'est passé pour vous, mais comme je disais, on est le 25. Je ne sais pas s'il me met la date quelque part. Est-ce qu'il me met la date quelque part? Non. J'aime bien quand il y a la date, moi, marquée quelque part. Oui, on peut avoir une clé numérique également, si l'on souhaite. Des widgets, là, qu'on a par exemple avec l'autonomie restante, etc. Ça également, on peut le régler. Récupération automatique, ça c'est pour avoir une sorte de mode B, mais automatique. Ensuite, plus bas, on retrouve deux ports USB-C, donc à cet endroit-là, avec là le câble officiel Audi, la prise 12 volts, un chargeur par induction. Là, on a la commande de boîte avec le drive vers le bas, reculé de cette façon. Alors, bougez pas, je vais vous mettre le reculé. Le reculé qui m'active instantanément donc les caméras de recul qui ressemblent à ça, donc avec le 360. La qualité est franchement correcte. La touche parking est ici et drive ou sport en tirant vers moi. Parking, donc ici. Là, on a des raccourcis d'aide à la conduite, donc ça c'est le petit bouton des aides à la conduite chez Audi, et désactiver les radars de parking, donc les bip 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 qui sonnent. Donc les raccourcis ici, donc il me permet moi tout de suite de désactiver l'alerte de signalement de survitesse, parce que à chaque fois c'est très très embêtant. Les alertes de fatigue, tout ça, bon c'est là. Ensuite, il faut appuyer dessus pour pouvoir désactiver l'écran. Double porte-gobelet qui est illuminé de nuit. Alors je ne sais pas si j'allume les feux, est-ce que ça va me l'allumer? Oui, bien joué Nico. Oh, tu connais ton métier.
Là, donc c'est illuminé là, c'est illuminé au niveau des pieds. On a une illumination aussi là sur le bas du tableau de bord et là sur la porte ici. Alors je ne sais pas si vous le verrez, s'il veut bien me faire la mise au point. Là, et également le bandeau qui fait tout le tour de la voiture, alors là qui n'est pas illuminé. Également la portière à cet endroit-là et à l'arrière également à cet endroit-là. J'ai mon petit frère qui m'attend là-bas dehors, le pauvre au froid, pendant que je vous tourne ça. Ah oui, et donc la partie ici, là, je ne sais pas si vous voyez, mais qui fait tout le tour également à cet endroit-ci, qui vient jusqu'au bout en bas. Un accoudoir qui se relève, donc avec un bac de rangement ci-dessous, avec un petit éclairage, ce qui est plutôt pas mal. Rien pour ranger des cartes ou autre comme certains le font. C'est dommage parce qu'il y a des gens dans le groupe qui le font sur des voitures beaucoup moins chères avec des petits réglages, des petits rangements, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'avance pas non plus. Il fait que se baisser. J'aurais bien aimé qu'il puisse s'avancer, même s'il est quand même assez gros. De ce côté-là, donc cet écran, je vous l'ai montré rapidement. La boîte à gants qui ressemble à ça. Une grande partie plane sur le dessus. Là, vous pouvez voir qu'on a un affichage tête haute qui peut être disponible, qu'on n'a pas aujourd'hui, donc on n'a pas une voiture toute option. Sur le haut, donc le rétroviseur sans bord, plutôt joli. Donc comparé à la petite caméra d'habitude, voilà, c'est un petit peu plus gros cette fois-ci. Hop, là, voilà, petit miroir avec son éclairage LED mis en blanc. Là-haut, les réglages pour l'ouverture du toit, l'éclairage dans la voiture, à l'avant, à l'arrière, tout ouvrir, la touche SOS que l'on connaît et l'allumage ici. Voilà, sinon ça a l'air d'être tactile. Ah non, c'est ça qui est tactile. Hop là, fait dodo. Et l'ouverture du toit, donc le grand toit ici, vitré et panoramique, comme vous pouvez le voir juste ici. Les sièges arrière ressemblent à ça, vu d'ici. Et puis voilà, hein. Je pense que je vous ai tout montré. Allez, c'est parti, allons essayer cette voiture sur la route directement, voir ce que ça donne. Avec les consommations, on part en 100% électrique. Allez, c'est donc parti à bord de cette Audi Q5 hybride rechargeable qui est rechargé à 100% et qui m'indique 104 km d'autonomie. Ce que je vais faire, c'est qu'il vient juste d'être rechargé. Je vais me mettre, comme d'habitude, la clim à 21,5 degrés parce que c'est ma température préférée. Il fait actuellement 12 degrés dehors. On passe en drive. Je vais la forcer en EV grâce au petit bouton ici. Et je vous mets comme ça parce que je préfère là ce plan-là. Et c'est parti. Ah, mais je n'ai même pas dit à Waze où aller. Donc là, on est au cœur de Paris. On va se diriger vers Fontainebleau. Si je ne dis pas de bêtises, c'est par là. Et tout de suite, ce côté très très agréable de l'électrique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit, pas de moteur, pas de vibration. On entend un petit peu quelques éléments mécaniques quand même tourner. Mais c'est très très silencieux. C'est surtout en fait à très basse vitesse comme ça où c'est le plus agréable, je trouve. Il y a un petit bruit à l'extérieur, le bruit piéton qu'on entend, qui est assez sympa comparé à d'autres voitures. Je trouve que c'est un petit bruit de moteur, un petit peu. Alors c'est très difficile à vous faire entendre ça, mais lorsqu'on est à l'extérieur, moi je l'ai entendu tout à l'heure, la personne qui a bougé la voiture, c'était assez sympa. Et j'aime beaucoup cet intérieur. Ça fait vraiment la différence, comme je vous l'ai dit. On a l'impression que Audi là, il vraiment est passé un cran supérieur comparé à avant où je trouvais ça très très sobre. L'intérieur est très cool. Alors voilà, on a les petits sièges ici, même si bon, c'est vrai que là, tout ce qu'on voit là, en fait, c'est très visible. C'est des plastiques qui sont pas incroyables comme ça à première vue. Mais bon, après là, tout ce que je touche et tout ça là, c'est vraiment plutôt joli. Là, on est sur des pavés. La suspension pilotée fait merveilleusement bien son travail. Donc ça, c'était la suspension en option. Par contre, c'est vrai que c'est d'un confort incroyable. Caméra 360 degrés qui s'allume automatiquement, par exemple, lorsqu'il y a des gens qui s'approchent. Par exemple, ce monsieur s'approchait bien trop près de ma voiture. L'écran avec CarPlay est gigantesque, très beau. On a une belle définition, on a des beaux contrastes. C'est une belle auto à conduire, alors c'est assez agréable. Le cuir ici perforé, pareil au niveau du ressenti, ça on le retrouve chez Audi et c'est vrai que c'est une marque caractéristique de la part d'Audi. Au niveau du freinage, c'est très progressif. Le fait que ce soit en électrique quasiment tout le temps sur la phase de récupération, c'est pareil, ça rend le freinage agréable. On sent que les plaquettes vont seulement sur la fin pour vraiment arrêter le véhicule. Là, le but, c'est de vous le faire vraiment comme ça en élec et épuiser donc ces 100 km. Ah d'ailleurs, ah oui, comme j'ai mis le chauffage, ça a tout de suite baissé l'autonomie annoncée. Bougez pas, je ne sais plus comment éteindre le chauffage. Off. Ah oui, là je suis retourné à 101 km
et lorsque je rallume le chauffage, ça me passe à 92 km. Mais comme j'ai remis tous les trajets à 0, là ici, normalement, voilà, moyenne 0 litre au 100, et il va me donner combien de kilomètres j'ai fait exactement avec ma consommation. Le but, c'est de ne pas démarrer le moteur du tout sur ces 100 km en faisant de l'autoroute et autres, un mix. Et est-ce qu'on va arriver à atteindre cette centaine de kilomètres annoncés? Ils annoncent jusqu'à 113 km normalement. Par contre, je viens de voir un truc, c'est que lorsqu'il y a les panneaux, il lit même les feux de signalisation. Ça, c'est une nouveauté chez Audi. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc, il y a un petit panneau avec le feu, s'il est vert, rouge ou pas. Ah non, il n'est pas désactivé. Il va falloir que j'aille chercher dans les menus comment désactiver ce petit bruit de survitesse. Ah oui, j'ai un raccourci ici, normalement, qui m'amène à l'ère de distraction, à l'ère de survitesse. Ah, les suspensions pilotées, ça fait tellement la différence. J'aime bien les animations qu'il y a là également lorsque je tourne avec ce grand ruban LED. Là à gauche, ici j'ai l'avertisseur d'angle mort. On a pareil avec le GPS lorsqu'il est activé. Des indications. Clairement, moi je trouve la technologie, alors c'est joli en même temps de nuit, mais en même temps ça vous fait des petits trucs comme ça en plus. Alors ça peut être certes la distraction, mais moi j'aime beaucoup. Quand j'achète une voiture premium, je veux qu'elle en fasse plus qu'une voiture standard. Ah, ce silence. Est-ce que j'ai le auto-hold? Ouais, j'appuie un peu plus fort sur la pédale, j'ai le hold. C'est parfait. Les nouveautés également, c'est que maintenant j'ai CarPlay ici dans l'affichage central derrière le volant et plus forcément que juste ici. Donc je peux faire autre chose là, avoir ma musique par exemple, et le CarPlay qui est affiché ici. Et ça, c'est vraiment un gros plus d'avoir Waze là, derrière le volant. Clairement, c'est ce qui manquait depuis des années et maintenant c'est enfin intégré. La plupart des voitures commencent à le faire sur les modèles haut de gamme ou vraiment récents et ça fait réellement la différence. Bon, quand ça roule un petit peu, pour la ville, le fait de pouvoir rouler en 100% électrique, c'est quand même hyper agréable. Le fait de ne pas polluer, clairement, lorsqu'on est en ville, moi je trouve ça top parce que la plupart du temps, la ville, surtout Paris, c'est embouteillé comme ça, donc avoir un moteur qui tourne, moi je trouve ça vraiment ridicule, surtout avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc PHEV pour des gens qui font que de la ville quasiment comme ça, voire full électrique, hein, c'est hyper intéressant. L'avantage de ça, c'est que si je vais aller à Marseille, je mets de l'essence et j'ai pas besoin de m'arrêter sur l'autoroute pour recharger ou autre. Et ça, c'est un vrai plus. La voiture, c'est synonyme de liberté, donc pour moi, le PHEV, ça reste le meilleur compromis, même si écologiquement, c'est pas forcément le meilleur compromis, parce qu'on rajoute un moteur thermique et un moteur électrique, plus des batteries, plus de l'essence, etc. C'est compliqué en fait de faire de l'écologie avec vouloir se déplacer. En vrai, le mieux, ça reste les pieds et sans chaussures, parce que oui, c'est du caoutchouc les chaussures. Enfin, si on pousse le truc vraiment à l'extrême, quoi. 100% élec, ça démarre suffisamment bien. On a largement assez de puissance pour le quotidien. Plus dans le groupe, ils savent faire des bonnes grosses batteries avec des grosses capacités et arriver aux alentours des 100 km selon les utilisations, c'est quand même top de chez top, quoi. J'arrête pas de voir des classes S Maybach en ce moment. C'est fou, j'ai l'impression que là, le Père Noël en a amené à tout le monde dans Paris. J'en ai vu 6 depuis ce matin. Fou. Ça, c'était une des voitures qu'on a fait sur la chaîne, qui était assez incroyable, classe S Maybach V12. C'était fou de chez fou aussi. Le luxe vraiment poussé le plus possible par une marque premium qui, Maybach, amène vraiment le côté luxe. J'ai encore jamais fait de Bentley. J'ai fait Rolls-Royce aussi. Rolls-Royce, ça m'avait vraiment bluffé. Alors la Rolls-Royce que j'avais avait un rouge qui ressemblait un petit peu à ça. C'est vrai que le rouge de Rolls était quand même un petit peu au-dessus, mais elle me rappelle un petit peu cette Rolls-Royce Spectre. Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais c'était franchement ça. Dans le monde automobile, c'est vraiment un monde à part. Clairement. Et en fait, on le voit quand même, et heureusement d'ailleurs, selon les catégories, on ressent vraiment la différence. Par exemple, là, vous voyez la suspension pilotée. Ça fait réellement la différence. Allez-y, mon brave. J'aime quand les gens ou les spaties se dépêchent un petit peu, c'est tout mignon. Genre, oh, pardon. Bref, je vous reprends sur le périph'. Dès que ça roule un peu, moi, je vais mettre un petit peu de musique avec Apple Music Country. Allez, on va aller se mettre sur le périphérique parisien. Vous connaissez le périphérique parisien, maintenant c'est à 50 et c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir ce genre de voiture avec des hybrides rechargeables, etc. Hop, le monsieur me laisse passer, merci. Donc même au niveau de la puissance, hein, on a de quoi s'insérer et autres. Moi surtout ce que je vais faire ici maintenant, c'est me mettre mon régulateur adaptatif. Et voilà le travail. Et puis là, je l'ai réglé à 50, comme ça au moins je suis sûr de ne pas dépasser et de respecter la bonne vitesse.
Ah ouais, non, j'ai pas la conduite autonome, j'ai le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie pour pas qu'elle touche les lignes, mais j'ai pas le centrage de voie. Pour moi, ce qui m'embête un peu sur les voitures de ce prix-là, même chez Mercedes, BMW, etc., c'est des packs en option. Pour moi, il faudrait vraiment que ce soit standard, quoi. Que ça fasse partie vraiment de la voiture. Par contre, franchement, qu'est-ce que c'est agréable. C'est hyper bien insonorisé. J'entends très peu ce qui se passe à l'extérieur. La suspension, moi je vous dis, les suspensions pilotées, je suis hyper fan. Les vitres, pourtant, c'est des vitres assez standards, mais quand même bien insonorisées, pas de feuilletage ou de doublage. Petit bout de tunnel, comme ça vous voyez vraiment l'intérieur, l'éclairage et autres. Moi je trouve ça très sympa, surtout ce bandeau là qui nous rappelle ce qui se faisait, ce qui se fait toujours chez Seat et Cupra, avec ce long bandeau qui traverse, plus les écrans et autres. Moi, étant fan de technologie, je suis un petit peu geek, etc. Je vous avoue que j'adore ça. Donc là, hop, de jour ça s'éteint et de nuit ça se rallume, donc un petit peu partout, les porte-gobelets. Bref, moi je suis super fan. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous aimez bien qu'il y ait de la couleur un petit peu partout? Alors là, on est sorti du périph', on se dirige vers des routes qui roulent un petit peu plus. Alors il y a quelques secondes, j'étais à 70, mais ça s'est mis à ralentir un petit peu, alors bougez pas. Franchement, sur les nouveaux goudrons, je trouve ça tellement exceptionnel, ces nouveaux goudrons. Ça fait plus un bruit, je trouve que ça fait réellement la différence. Mais là, on sent vraiment ce côté hyper plaisant de prendre la route et ça fait du bien. Il manquerait plus que les sièges massants, ça ce serait parfait. Là, on est en montée, pareil si je dois réaccélérer. La voiture, elle me dit « Ouais, t'inquiète pas, je peux y aller, j'ai largement assez de puissance et autres. Je vais te trimballer tout ça. » On a camion à monter, on l'entend un petit peu. Mais c'est franchement très très agréable. À la base, j'avais un petit peu plus de kilomètres que ça à faire. Je devais aller en Bretagne, malheureusement, ça ne se fait pas. Mais je vais quand même essayer de vous faire une petite semaine avec et l'utiliser dans toutes les conditions et surtout épuiser cette batterie. Donc là, par exemple, ça passe à 90, de 70 à 90. Je pense ça y va. Hein. Là, je suis à 90. C'est très agréable. Ça roule sans souci. Là, on passe au panneau 110. Je relance, on peut rouler jusqu'à un peu plus de 130 km/h en 100% élec. Le but c'est de faire également des kilomètres en sortant de la ville en étant à 110. Donc là, plus important c'est hop, cliquer et se remettre à 110. Régulateur et je me laisse conduire. Là j'ai pas mal de kilomètres à faire comme ça à 110. Il va y avoir un petit bout de 130 dans une vingtaine de kilomètres. Et comme ça nous fera du mixte et après je vous refais des petites routes 70, 90, un petit peu de ville. Bon, je vous avoue qu'à 110 également c'est de la crème, hein, ça roule tout seul, c'est hyper agréable. Que vous dire de plus? Elle donne envie de faire de la route. Un petit peu de musique et autres. Alors on n'a pas de son premium sur cette voiture, le son reste quand même très correct, hein. J'aurais peut-être aimé. Voilà, mais c'est des options à rajouter en plus. Allez, petit point conso, je viens d'épuiser 50% de la batterie, donc la moitié de notre capacité en électrique, et j'ai réalisé 42,2 km. Sachant que là, ça fait quelques kilomètres, je suis entre 80 et 90. Je fais exprès de me mettre là pour réaliser des tests un petit peu plus réels, hein, comme s'il y avait un peu de trafic et autres. Ça accélère, ça ralentit, etc. Je double un petit peu de temps en temps. Donc 42,2. Allez, on va dire 42, on va arrondir. Ce qui voudrait dire qu'on ferait 84 km en mixte, sachant que je n'ai pas encore fait d'autoroute à 130 km/h et que je vais en faire au moins 15 km. Pour qu'on ait vraiment un mixte réel et retourner ensuite un petit peu dans la ville, etc. Quelle heure il est d'ailleurs? Midi. C'est pour ça que je commence à avoir un petit creux, moi. Alors, on arrive sur l'autoroute. Là, je suis à 90 et je vais me faire un 90-130. Allez, on double. Donc, sans appuyer à fond, au fond de la pédale, parce que sinon, ça va au kickdown et ça redémarre le moteur thermique. Et là, 120, 130. Donc, régulateur à 130. Et c'est parti. Donc là, je suis sur la 13, direction Mantes-la-Jolie. Finalement, je vais pas vers Fontainebleau. Hop, on se remet à droite. 130 km/h. Donc à 110, franchement, c'était calme, agréable, etc. À 130. Là, on est sur un goudron qui est plus ancien. Vous savez, ceux un petit peu rouges, qui sont un petit peu plus bruyants. Même comme ça, je vous avoue, c'est pas désagréable. Les bruits d'air sont hyper bien contenus. J'ai l'impression vraiment d'avoir une voiture extrêmement aérodynamique. Puisqu'au final, il y a très peu de bruit d'air, même tant au niveau du pare-brise. Pourtant, j'ai le grand toit qui est en plus ouvert comme ça. On a un petit peu de bruit d'air au niveau des rétros qui sont quand même assez gigantesques. Mais à part ça,
clairement, c'est une voiture qui donne envie de faire de la route. Plus en électrique, hein, clairement le moteur on ne l'entend pas du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les moteurs démarrés. Mais comme ça, c'est très très agréable en tout cas. Je suis donc sorti de l'autoroute, il me reste 15% d'autonomie et j'ai réalisé 73 km jusqu'à là. Là, si je ne dis pas de bêtises, maintenant ça va être des petites routes ou des petites départementales. Je vais essayer d'aller vers La Roche-Gouillon où il y a un beau château. Voilà, c'est plutôt top jusqu'à là. Juste un petit truc, comme vous savez que je ne vous cache rien sur la chaîne, un petit ressenti personnel lorsque je mets le chauffage à 21,5. Alors d'en bas, ici, il sort de l'air chaud et d'en haut, par contre, ça sort de l'air froid, donc j'ai le bout du nez tout frais. Voilà, la truffe fraîche. Un truc dont il faut parler, par contre, ce que j'aime bien chez Audi et dans le groupe, c'est qu'on a une récupération adaptative. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis en roue libre, je suis en vrai roue libre. Il n'y a pas de sorte de frein moteur forcé qui, dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur, vous ralentit. Là, par exemple, je relâche et ça glisse. Et ça, franchement, c'est très agréable, surtout dans ces conditions-là. Par exemple, vous voyez, c'est 50, il y a une petite zone 50 ici. Bon, là, c'est en légère montée, mais quand il y a un petit plat ou une légère descente, juste je relâche et je laisse rouler. Le roue libre, c'est ce qu'il y a de plus efficient et c'est plus intéressant, surtout en élec. Et ça, c'est un vrai plus parce que même au niveau de la conduite, ça évite d'avoir des à-coups et c'est vous qui gérez vraiment votre freinage quand vous le voulez. Et ça, c'est top. Sinon, vous avez les petites palettes ici. Donc, je tire une fois, petite récupération. Je tire deux fois, grosse récupération. Et ça, c'est très agréable aussi. Et même la grosse récupération, lorsqu'elle récupère, c'est très progressif. Ça ne mord pas d'un coup comme certains, où par exemple là je vais le mettre à fond, et quand je relâche, en fait c'est plaisant. Ils ont mis une belle courbe de progressivité qui fait que quand je relâche, ça fait pas genre un délai d'attente comme certaines marques où c'est horrible et ça freine d'un coup, ou ça freine pas fort. C'est en fait hyper agréable à utiliser. Même si moi je préfère quand même sans récupération, où je trouve que c'est le plus agréable et je gère moi-même directement. Et voilà, ça y est, on vient d'épuiser la batterie. Donc l'autonomie de cette voiture, 82,3 km en 100% électrique, et lorsqu'on arrive à 5% ici au tableau de bord, eh bien la voiture vous affiche un petit message vous disant eh bien il n'y a plus de batterie et on va passer en mode thermique. Donc là on ne peut plus forcer la voiture à être en électrique, mais elle n'a pas encore redémarré. Mais au final, c'est pas encore vraiment le moment où on n'a plus du tout d'électricité. Surtout que là, on est dans des petits patelins comme ça et on traverse bien sûr en électrique sans faire un bruit et c'est très très agréable. Il faudrait que je me trouve une petite boulangerie parce que je commence à avoir vraiment faim moi. Et voilà, à 3% de batterie, là cette fois-ci, j'ai relancé et le moteur s'est démarré. Là, je suis à 2000 tours minute. Et je vous avoue que si j'avais pas regardé le compteur, je sais, là le moteur vient de se couper. Il vient de se redémarrer. Je l'entends. Là, ça y est, je commence à l'entendre un petit peu. Ah ouais. Donc le moteur vient de se démarrer à 84 km. Donc on a fait 0 litre au 100, bien entendu, de conso. Donc là, il vient de me mettre 0,1 litre au 100 parce que on vient de démarrer le moteur. Donc la voiture a tourné 1h41, en sachant qu'aujourd'hui il faisait environ 12 degrés. 84 km réalisés en 100% électrique et là comme je vous dis il vient juste de démarrer. Voici pour se faire une idée. Ah d'ailleurs on a baissé un petit peu la température ici, 9,5 degrés. Et donc maintenant qu'on est en hybride, full hybride, le moteur se démarre puisqu'il va recharger un petit peu cette batterie, etc. Dans les phases de freinage on aura toujours bien ce côté électrique normalement. Là je relâche, à partir du moment où je relâche le moteur se recoupe. À chaque fois ça donnera toujours ce côté hybride. Donc forcément, quand on est en élec, pareil, on n'entend pas du tout le moteur. Lorsque je réaccélère un petit peu, le moteur se démarre. Et pour rien vous cacher, il faut vraiment porter énormément d'attention au moindre petit bruit pour pouvoir l'entendre. En tout cas, lorsqu'on est en ville comme ça, à régime stabilisé à 50 km/h, on entend vraiment quasiment rien. C'est hyper agréable. Alors je ne vais pas m'arrêter. Alors bougez pas, je ralentis un petit peu comme ça. Allez, je m'arrête. Et je vous le fais tout de suite. Et là, je redémarre. Alors, on l'entend un petit peu lorsqu'on redémarre comme ça en repartant de zéro et qu'on propulse la voiture, puisqu'il y a quand même toujours
une combinaison d'électrique et du moteur thermique, mais c'est hyper bien insonorisé. Là, on voit que c'est une voiture premium, que le tablier, il était bien insonorisé et que tout le compartiment moteur aussi. Ça fait du bien. Quand on cherche ce genre de voiture également, hein, on veut ce côté aussi agréable et surtout une hybride rechargeable. Après, il y a le SQ5 si vous voulez avoir le moteur qui a la même puissance au final cumulée que celui-ci, mais avec un V6 qui amène un côté un petit peu plus sympa pour ceux qui aiment l'automobile et les moteurs. Mais là, par exemple, Elec, il y a une sorte de petit bruit. Hop, et quand je relance vraiment, on va entendre le moteur. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un petit moteur downsizé, c'est pas du 3 cylindres, on a un beau 4 cylindres et qui tourne bien rond. Et pareil, absolument aucune vibration de la part du moteur. Et l'avantage de l'hybride, c'est ça, c'est qu'en plus à chaque fois qu'on sera à l'arrêt, il sera coupé normalement. Donc, très agréable. Alors, lorsqu'on est en montée, le moteur, pareil, hein, toujours il reste très discret, donc on l'entend un petit peu, hein. Forcément c'est un moteur thermique. La suspension sur les dodanes, c'est un régal. Franchement, si vous avez les moyens, permettez-vous la suspension pilotée. Donc là, on va relancer un petit peu, le moteur est chaud et ça va pouvoir me faire justement essayer même les drive modes. Donc tiens, on va passer en dynamique puisqu'on a tous ces modes ici, le mode off-road même qu'on aurait pu utiliser si j'avais une route un petit peu plus adaptée. Mais bon, c'est un Q5, hein, ça passe partout. Rappelez-vous que même avec le RSQ8, je passais vraiment partout. Alors le seul petit truc qui me dérangerait, c'est que ça se referme pas automatiquement ici, ce petit menu. Hop là, on tourne ici, on a une petite route sympa là, et voilà. Et par contre, effectivement, quand on relance pied dedans, ça marche plutôt bien. On est sur des petites routes ici beaucoup plus sympas. On peut jouer avec les palettes également si on souhaite avoir un mode sport. Et franchement, vu la taille du joujou, ça relance plutôt bien. L'avantage de la suspension pilotée, c'est que cette fois-ci en mode dynamique, vous avez une suspension qui se veut plus ferme, plus rigide. On garde quand même tout le confort. Le but de la suspension pilotée, c'est également ça, c'est d'avoir à la fois quand même du confort et autre. Je peux la laisser en boîte automatique, donc elle est en mode sport lorsqu'elle est en dynamique comme ça. Je vous avoue que le mode confort, moi, me convient bien pour quasiment tout le temps et ça fera largement le boulot. Mais là, sur des petites routes de campagne, en étant à 80, eh bien, c'est toujours aussi agréable. Pour rien vous cacher, hein, le moteur est toujours très discret. J'aime beaucoup. Le plaisir de conduite est là, donc c'est simple, c'est pas une voiture qui vous fait vraiment une sensation de voiture sportive, mais en fait c'est une voiture qui est ultra polyvalente où on prend quand même un petit peu de plaisir, on sent que ça tient bien la route. Alors c'est lourd, hein, on va pas se le cacher, mais c'est plutôt plaisant. Il y a mon trépied à l'arrière qui se balade dans le coffre, mais je sens qu'il y a de la puissance au freinage, il y a de la puissance à la réaccélération. Lorsque tout se combine, c'est très plaisant. Allez, le but c'est pas non plus de faire des consommations monstres en appuyant comme un idiot sur la pédale d'accélérateur, c'est d'avoir une conduite exemplaire comme on aurait tous les jours. Alors des fois tester un petit peu dynamique pour par exemple quand on double, etc. Bon, là on l'a fait, maintenant je vais reconduire de façon plus standard et rouler comme ça. Là je repars vers Paris. Donc là sur 30,5 km, moyenne à 7 litres 4. Ça fait 41 minutes que je roule sur les petites routes de campagne et autres, donc il y a eu la petite phase au début où c'était un petit peu plus punchy et ensuite c'était assez tranquille, retour par des petits bouts, et là on va se faire de l'autoroute. On va aller s'insérer et voir ce que ça donne ce moteur, donc lorsqu'on roule un petit peu plus vite. Et pareil, niveau insertion, cette fois-ci c'est encore plus facile avec autant de puissance et autant de couple. Et on va aller se mettre direct à 130 km/h. Donc aide à la conduite ici, je règle à 130 au max. Et voilà, c'est le régulateur qui roule maintenant. Le moteur, pour rien vous cacher encore, là même à 100 km/h, il est très discret. Je suis quasiment toujours en dessous des 2000 tours minute avec cette voiture. Donc ça c'est le côté cool. Parce que justement il y a des rapports qui sont assez longs et le fait d'avoir moins de rapports et des rapports assez longs, ça aussi ça joue grâce au couple de l'électrique et ça fait que on n'a pas besoin de monter haut dans les tours. Allez, là à 110, j'arrive à peu près à 2000 tours minute. Ça continue d'accélérer.
Alors, quand elle accélère, en phase d'accélération, on l'entend très légèrement. Mais c'est pareil. Là, je le fais sans musique, sans rien. Voilà. Là, ça vient de changer le goudron, c'est un petit peu mieux. Les bruits de roulement sont quand même plutôt bien contenus. C'est assez agréable. Si la voiture de devant voulait bien se pousser, ce serait top, comme ça je peux vraiment mettre à 130, parce que moi j'aime bien vous faire des tests où on est vraiment précis à 130. Donc là il vient de passer un rapport, je suis en 7e rapport, et je suis aux environs de 2000 tours minute, un tout petit peu au-dessus. Alors c'est pas très précis ce qu'on a comme vue, mais je suis aux alentours de 2000 tours minute à peu près. Ce qui me permet d'avoir un moteur qui normalement va pas trop consommer, aux alentours de 2000 tours minute, et surtout d'être bas dans les tours et à régime stabilisé, ça fait quasiment pas de bruit. Ah non, pourquoi tu t'insères devant moi toi alors que je suis bien à régime stabilisé? Bref, je fais l'autoroute comme ça avec du trafic, et je vous refais un petit débrief, sachant que là on a augmenté un petit peu, on est passé à 8 litres au 100. Comme quoi les petites accélérations et autres, ça fait vite grimper la moyenne. Mais le plus intéressant, ça va être de voir quand même sur 100 km. Alors là, j'en suis à 80 km, pile poil. La moyenne est redescendue à 7 litres 1. Sur autoroute, on a vu que ça montait quasiment à 8 litres 5. Enfin, moi, je l'ai vu. Donc, je pense que sur autoroute, elle va quand même assez consommer, cette voiture. Parce que, elle est quand même assez lourde, assez imposante. Et forcément, sur autoroute, le fait de trimballer les batteries, etc. supplémentaires, ça va jouer. Et je pense qu'il y a des voitures un petit peu plus efficientes que celle-ci. Après, pour le reste, j'ai l'impression que là, lorsqu'on fait de la ville et autres, ça redescend assez bien la moyenne. Il me reste encore là-bas une quarantaine de kilomètres à faire aujourd'hui. Là, j'aurais quand même pas mal roulé. Là, c'est pareil, ça fait 1h45 que je suis à bord du véhicule depuis que j'ai remis. Donc, ça fait plus de 4 heures là que je suis à bord aujourd'hui. Donc, pour faire une idée de la consommation au final au quotidien, c'est ça le plus intéressant, de vous faire un vrai mixte. Là, je retourne sur de la ville et autres. Mais ça me permet de me rendre compte réellement de ce que ça consomme. Et donc là, on rebaisse aux alentours de 7 litres en sachant que la batterie était vidée. Là, je suis à 2%, mais la batterie remonte souvent à 4, entre 3, 4, des fois à 5%. Et ensuite, elle revient là à 2%, 1%, elle se recharge. Et en gros, elle fait son job de voiture hybride, quoi. Alors j'en arrive à 102 km, désolé j'ai oublié comme il y avait un petit peu de bouchon et tout, de vous prendre à 100 km pile poil, vous me connaissez d'habitude. Donc 102 km, moyenne à 7,1 litres au 100 km, donc cette fois-ci sans avoir de batterie restante, une fois que la batterie était totalement vidée, donc ça devient une full hybride. Alors elle recharge toujours des petits bouts et autres, et 7 litres 1 en ayant fait vraiment un mixte. Mais les gens sont fous, pourquoi il accélère comme un idiot alors qu'il y a un bouchon devant? Vraiment, je comprends pas. Le mec est arrivé full balle, pourtant ça se voit à 3 km qu'il y a un bouchon de dingue. Ça aussi c'est de la pollution de particules, les plaquettes de frein, tout ça, on use tout plus. Et pourquoi s'il vous plaît, expliquez-moi. Bref, moi je suis bien là, et d'ailleurs je sais pas pourquoi je conduis moi, régulateur adaptatif. Tiens, voilà, et ici c'est 70, merci. Bon, les derniers jours avec ce petit Audi Q5, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait bien froid. Combien? Moins 1,5. Donc, je vais vous faire un petit débrief en arrivant. Là, je vais aller remettre un petit peu d'essence. Bougez pas, comme ça je vous montre un peu les consos. Donc là, le dernier trajet avec la mémoire à court terme, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la mémoire à long terme, moyenne à 7,7 litres sur 371 km réalisés, donc sans batterie à chaque fois. Donc la batterie, elle est où? Elle est là. Donc il reste 0 km, et là il me reste 230 km avec un quart du plein. Et donc en partant de 100% du plein, ici, j'ai réalisé donc 371 jusqu'à là, un petit peu moins du quart. Donc au final, pour un gros bébé comme ça, il est vraiment énorme. 7 litres 7 de moyenne, ça reste correct, je trouve. Alors sur autoroute, il consomme quand même beaucoup plus parce qu'il est quand même massif. Sur les petits trajets en ville à froid, avec le chauffage qui tourne, le moteur qui doit tourner, etc. Ça consomme aussi pas mal. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que le chauffage fonctionne sans même que le moteur ait démarré. Par exemple là, donc j'ai mis le chauffage, c'est chauffant, etc. Donc la voiture est toujours en hybride, il restait toujours un petit pourcentage. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette voiture, c'est le côté suspension confortable. Le
le look, la techno avec les écrans, etc. Ça c'était quand même vraiment pas mal. Le son de base est plutôt bon. Bon, j'aurais quand même pris un système audio premium. Par contre, ce que je n'aime pas, et ce qui se fait de plus en plus chez toutes les marques premium allemandes, c'est le fait de devoir payer des options supplémentaires sur des voitures à 99 990 €. J'ai pas le régulateur adaptatif avec la conduite de niveau 2. Il y a des options qui sont pas là. J'ai pas le volant chauffant. Il y a des trucs qui sont encore... Non, pour moi, c'est le seul truc qui m'embête un peu. Alors certes, vous avez beaucoup d'argent, vous achetez une voiture à quasiment 100 000 €, vous n'êtes pas à 1000 € près. Mais quand on voit que des voitures maintenant aujourd'hui à 35 000 € ont tout ça inclus de base, voilà, c'est le seul truc qui m'embête un petit peu. Et je dis, que ce soit pour Audi, Mercedes, BMW, toutes les marques premium, ou peu importe celui qui fera ça. Voilà, c'est le truc. Vraiment, il va falloir évoluer là-dessus parce qu'à mon avis, sinon, beaucoup de constructeurs, dans quelques années, vont se dire, on va devoir plier, je sais pas comment on dit, plier bagage ou quoi, parce que les Chinois arrivent très très fort, ils font des belles voitures. Après, ça restera pas une Audi. On a la marque Audi, on a l'ADN Audi, on a tout ça. On a un comportement différent. Mais pour moi, il faudrait faire tout ça. Voilà, c'est le petit truc. Sinon, c'est top. Les gens ont vraiment dit, waouh, elle est magnifique en plus avec ce rouge, elle est canon. Les gens ont dit, elle est vraiment vraiment belle. Bah voilà, le moteur se démarre là, parce que je viens d'épuiser toute la batterie pour mettre le chauffage. Et ça désembu plutôt bien. Et j'ai pas mis fort en plus. Voilà, après c'est le confort, voilà, le chauffage chauffe très très vite comparé à ma Twingo par exemple, c'était hyper agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette voiture? C'est une très bonne auto, ça marche très bien en PHEV, il y a beaucoup de puissance. On sent que c'est un petit peu lourd sur les freinages en phase dynamique, mais sinon, il y a de l'espace à l'arrière, il y a du coffre. C'est juste cool quoi, heureusement d'ailleurs. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la qualité des vidéos d'intro de présentation, etc. Et puis voilà, ce que vous voulez voir pour 2026 sur la chaîne. Allez, des bisous, à bientôt, ciao!